C'est moi d'abord. Bonjour à tous. Je suis Vanessa Saliou, je suis neurologue au service des explorations fonctionnelles neurologiques à la Cavale Blanche. Donc j'ai notamment une activité de consultation pour l'épilepsie, et plus particulièrement l'épilepsie d'origine lésionnelle. Donc quand il y a une lésion telle que par exemple un méningiome. On a ciblé deux choses avec Florence, donc il faut faire des choix, on ne peut pas parler de tout. Donc on parlera d'épilepsie et on parlera des troubles cognitifs en lien avec ces lésions, mais bien sûr que ce n'est pas exhaustif. Selon où se situe la tumeur, on va avoir des symptômes variés en relation avec la localisation de la lésion. Donc ça peut être des troubles visuels, ça peut être des troubles moteurs, des troubles sensitifs, et donc il y a beaucoup de choses. Mais voilà, donc aujourd'hui on va cibler l'épilepsie et les troubles cognitifs. Alors déjà l'épilepsie, qu'est-ce que c'est ? Si les patients racontent leur épilepsie, selon à qui on va raconter les symptômes, on va avoir divers diagnostics parce que les signes de l'épilepsie peuvent être très très divers. Une petite définition pour commencer, la crise d'épilepsie, c'est une manifestation neurologique paroxystique. Paroxystique, ça veut dire aigu, provoquée par une hypersynchronisation et une hyperactivation anormale, soudaine et transitoire des neurones. Donc il faut déjà que les neurones soient impliqués dans le phénomène. Et donc c'est une stimulation anormale des neurones qui va provoquer la décharge épileptique. Après, si on veut définir ce qu'est la maladie épileptique, pour pouvoir dire qu'on a une maladie épileptique et pas seulement une crise d'épilepsie, il faut avoir soit fait au moins 2 crises, sans facteur déclenchant, espacées de plus de 24 heures au cours d'une période de 5 ans. C'est très précis. Ou avoir une anomalie au bilan. Donc, par exemple, une crise et une lésion découverte à l'IRM, c'est une anomalie, et donc ça va rentrer dans la définition d'une maladie épileptique, même si on n'a eu qu'une seule crise. Donc, cliniquement, les patients vont avoir un phénomène de début et de fin brusque, souvent d'une durée très brève, quelques minutes, et qui va se répéter de manière stéréotypée. C'est tout le temps la même chose. Et les symptômes peuvent être très divers, mais par contre, ils vont toujours suivre une progression logique selon le réseau neuronal impliqué. Là, je vous ai mis ce qu'on appelle l'homunculus de Pinfield, tout là-haut. C'est la représentation corticale de notre corps au niveau du cortex moteur et sensitif. Je vais vous montrer ensuite, selon les localisations, toutes les typologies de symptômes qu'on peut avoir. Donc, tout ça pour dire que pour définir l'épilepsie, notre meilleur outil en tant que neurologue, ça va être l'interrogatoire du patient. Ça va être « racontez-moi votre histoire ». Et quand vous allez me raconter votre histoire, moi, je me refais le film sur un cerveau, quoi. Et c'est comme ça qu'on va faire le diagnostic. L'électroencéphalogramme, il est important, mais c'est pas lui qui va permettre de poser le diagnostic. Il va être d'autant plus sensible qu'on le fait précocement par rapport à la crise, mais il faut savoir que le G va être positif, entre guillemets, dans seulement 30% environ des cas de patients qui sont réellement épileptiques. Donc voilà, c'est très spécifique, mais c'est très peu sensible. Et donc, si ce n'est pas d'épilepsie, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être un malaise d'origine cardiaque, ça peut être ce qu'on appelle un accident vasculaire transitoire, des migraines, une hypoglycémie, des crises d'origine psychogène. Ça peut être plein d'autres choses. Il n'y a pas que l'épilepsie pour les mêmes symptômes.
Alors il faut aussi différencier les différents types de crises. Globalement, il y a les crises généralisées et les crises partielles. La crise généralisée, elle va concerner l'ensemble du cortex qui va s'hyperactiver et ça va toujours être accompagné d'une perte de conscience. La crise partielle, elle a un point de départ circonscrit au niveau de la lésion, mais elle peut secondairement se généraliser aussi. Donc, et notamment, voilà, pour les crises partielles, vous voyez, on va avoir des symptomatologies qui vont nous guider sur la localisation potentielle du foyer épileptique. Par exemple, ce qui va être crise frontale, on va avoir plutôt des phénomènes de mouvement, de raideur, de posture, de clonie, donc des choses motrices. En pariétal, on va plutôt avoir des phénomènes sensitifs ou de troubles visio-spatiaux. En temporal, ça va plutôt être des phénomènes de troubles du langage, de rupture de contact, des automatismes, des choses aussi plus difficiles à décrire, des patients encore aujourd'hui qui sont épileptiques depuis longtemps et qui me disent bah, j'ai fait ma crise, mais qui sont absolument incapables de me la décrire davantage parce que ça va être des sensations, on appelle ça des troubles végétatifs aussi, mais voilà, ils savent que ce sont leurs crises, mais il n'y a que qui peuvent vraiment le ressentir et c'est très difficilement descriptible pour eux. En occipital, on aura plus volontiers des troubles visuels. Alors, l'épilepsie appliquée aux tumeurs cérébrales. Globalement, les tumeurs vont être révélées par une crise dans potentiellement jusqu'à la moitié des cas. Donc les tumeurs cérébrales sont pourvoyeuses d'épilepsie. Et pareillement, au cours de l'évolution de leur maladie, c'est pareil, c'est potentiellement près de la moitié des patients qui vont, à un moment donné de l'évolution de la maladie, être concernés par l'épilepsie. Ce qui est important et un petit peu spécifique de l'épilepsie liée aux tumeurs cérébrales, c'est leur lien par rapport au traitement. Déjà, une bonne part va être ce qu'on appelle pharmacorésistante, c'est-à-dire va moins bien répondre au traitement que des épilepsies qui ne sont pas liées aux tumeurs cérébrales. Donc c'est bien la moitié des cas. Et c'est l'impact sur la qualité de vie qui va être plus volontiers lié aux effets secondaires des traitements qu'à l'épilepsie en elle-même et donc à la fréquence des crises, par exemple. Donc on va faire très très attention chez les patients qui ont des tumeurs au traitement qu'on va mettre et au bon choix et voilà, aux effets secondaires potentiels parce que chez les patients qui ont des tumeurs cérébrales, ces effets secondaires voilà, potentiellement vont se manifester plus volontiers, on va dire. Ensuite, juste un petit mot pour dire que plus le grade de la lésion, donc le grade oncologique, hein, vous savez, donc c'est M. Césaire en disait un mot tout à l'heure sur les méningiomes grade 3, donc il y a les grades 1, les grades 2, les grades 3. Dans les méningiomes, il n'y a pas les grades 4, mais par exemple le glioblastome est une lésion de grade 4, donc ça c'est le grade oncologique, donc c'est la valeur de malignité des lésions. Donc plus on augmente en grade, plus elles sont cancéreuses en fait, hein, elles sont malignes. Et donc le risque d'épilepsie, il est inverse au grade tumoral, c'est-à-dire que les lésions de grade faible, bénignes, ont un potentiel épileptogène plus élevé que les lésions de grade élevé. Et donc les méningiomes de grade 1, les plus fréquents, ont un potentiel, vous voyez, entre 29 et 60% de taux d'épilepsie au cours de l'évolution de ces lésions. Donc voilà, ça c'était un petit récapitulatif sur quelques points médicaux sur l'épilepsie appliquée. Maintenant, je voulais aborder quelques points qui sont importants pour les patients. Qu'il faut, pour nous soignants, avoir en tête. Et je crois que voilà, les patients sont en demande d'informations sur toutes les conséquences en fait, que peut avoir l'épilepsie en elle-même sur leur autonomie de vie.
La première d'entre elles, parce que c'est du vécu et en consultation c'est quelque chose qui prend de la place, c'est la question du permis de conduire. Parce que la conduite n'est pas un droit mais une aptitude, une capacité. Et qui dit maladie dit potentielle incapacité. Et donc remise en question potentielle de la capacité à conduire. À savoir que l'usager et le titulaire du permis de conduire doit être conscient qu'il doit être en état de santé suffisant pour exercer son droit à la conduite. Et donc ça veut dire que cette phrase du CERFA, donc de la législation sur le permis de conduire, veut dire que tout conducteur automobile est responsable de son état de santé et donc de savoir s'il est ou non en capacité de conduire. Et donc il existe une liste pour les médecins des affections médicales qui sont incompatibles ou compatibles avec aménagement ou restriction avec la conduite automobile. À savoir qu'il y a deux groupes, et la législation est différente pour l'un et l'autre, les groupes légers et les groupes lourds, donc permis poids lourd et permis automobile classique. Petite subtilité qu'il faut avoir en tête, certaines activités réalisées avec des véhicules de groupe léger vont par contre avoir des exigences et devoir remplir les critères d'aptitude physique des véhicules du groupe lourd. Alors, je m'explique, tout ce qui va être transport de personnes, taxi, ambulance, ramassage scolaire, transport public, véhicules de tourisme, moniteur d'auto-école, là on va appliquer la législation poids lourd en fait, alors qu'on conduit avec un permis B. Alors que dit la loi sur le méningiome? Où on le case? Le méningiome, il est dans cette case-là. Lésion cérébrale, là vous voyez entre parenthèses, donc il y en a plein de sortes, mais tumeur. Voilà, le méningiome est une tumeur, c'est une lésion cérébrale. Et que dit la loi? Donc la loi part du principe qu'il y a deux principes, une incompatibilité. Mais jusqu'à avis médical spécialisé et bilan, si besoin, par une équipe pluriprofessionnelle, etc. Donc c'est normalement les équipes qui prennent en charge les patients qui ont un méningiome. Souvent, il n'y a pas qu'un seul médecin qui vous voit, il y a plusieurs médecins, plusieurs intervenants, et donc plusieurs examens de prescrits. Et on voit que finalement, entre le moment du diagnostic et le moment où on va pouvoir vous dire si oui ou non vous pouvez conduire, il va y avoir un temps de bilan et d'examen. Plus spécifiquement, dans le cas de l'épilepsie, les choses sont très codifiées. Et pour le patient qui a fait une crise d'épilepsie en lien avec une tumeur cérébrale, il va y avoir un traitement de mise en route et on va être de base sur une restriction d'1 an sans conduite, sous traitement bien conduit, avant de pouvoir potentiellement reconduire si d'une part, s'il n'y a pas de récidive de crise, et d'autre part, ça veut aussi dire que les capacités neurofonctionnelles autres nécessaires à la conduite automobile sont également préservées. Donc, par exemple, la motricité, la vision, vous voyez, toutes ces choses-là doivent être remplies. Ce n'est pas le médecin qui vous voit qui décide. La décision, elle est préfectorale. Donc c'est l'avis d'un médecin agréé par la commission médicale du permis de conduire qui fait foi. Il va se baser sur vos déclarations propres, c'est-à-dire que votre médecin n'a en aucun cas le droit d'envoyer lui-même un courrier à la préfecture ou à un médecin spécialiste. C'est une démarche que vous devez faire et c'est à vous de produire les pièces médicales que vous souhaitez, entre guillemets, en sachant bien que, évidemment, le médecin de la commission vous demandera notre courrier et que si vous ne le fournissez pas, il y a peu de chances qu'il accorde le permis.
Quand voilà, il y a des aménagements nécessaires, quand il y a des déficiences, on peut demander des tests de conduite aussi pour asseoir la possibilité de reprise de la conduite. Donc, comme je vous disais, les médecins qui vous prennent en charge ont un rôle d'information obligatoire, mais on ne peut en aucun cas vous dénoncer les patients, voilà, ni autoriser d'ailleurs. Donc, c'est au patient de prendre son rendez-vous auprès d'un médecin agréé, à savoir que la consultation est à sa charge, que ce n'est pas remboursé, ça coûte 36 €. Voilà, il y a des démarches de formulaires, de papier. Hein. À savoir, si vous avez un accident, vous êtes en règle avec la commission médicale permis de conduire, il n'y a pas de souci, votre assurance, entre guillemets, fonctionne. Et d'ailleurs, vous n'avez aucune déclaration à faire auprès de votre assurance. Maintenant, vous n'avez pas fait valider votre permis, et donc vous avez, je sais pas, un méningiome, une épilepsie, et vous n'avez pas fait les démarches. Vous avez un accident. Il est fort probable que s'il y a des dégâts matériels ou corporels importants, l'assurance engage des moyens voilà, pour rechercher les causes. Et il y aura un refus de prise en charge si effectivement la situation médicale est mise au jour. Et même si la maladie, l'épilepsie, n'est pas en cause dans le sinistre. Et au-delà de l'aspect financier, matériel, il y a aussi potentiellement voilà, des peines d'emprisonnement. Ça rigole pas. Quand malheureusement on ne peut pas reconduire, il y a des alternatives et il faut d'ailleurs se rapprocher des associations pour justement connaître ces alternatives et pouvoir voilà, en bénéficier. Et il y a aussi des aides financières en rapport avec cette incapacité à la conduite. Donc ça, c'était pour la conduite automobile. Les choses aussi simples, c'est la gestion des risques au domicile. Si je fais une crise à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours se mettre en condition, surtout les crises avec perte de conscience, les crises qu'on appelle généralisées, qui sont les plus pourvoyeurs de traumatismes. Voilà, donc il y a des consignes de sécurité liées voilà, à faire attention aux escaliers, voilà, l'usage des sols, attention aux jeunes mamans qui ont des nourrissons pour lesquels on va avoir des préconisations bien spécifiques de changer le bébé non pas sur un plan allongé mais au sol ou sur un matelas au sol. Voilà, avoir plutôt un porte-bébé pour les déplacements. Pour ce qui est de faire la cuisine, il y a des petites recommandations aussi pour éviter les brûlures et aussi le risque de noyade. On déconseille aux patients de faire des bains et de prendre plutôt des douches parce que on peut se noyer dans son bain si on fait une crise dans son bain. La vie professionnelle, il y a des incompatibilités réglementaires entre certaines professions et la maladie épileptique. Voilà, malheureusement, lorsqu'il y a une incompatibilité réglementaire, il y aura une invalidité en lien avec la maladie épileptique pour ces professions. Et il y a des activités, pour le coup, déconseillées, mais pour lesquelles on peut avoir des adaptations du poste de travail. Donc, typiquement, ça va être tout ce qui est travail en hauteur, travail avec des enfants. Pour les incapacités réglementaires, c'est surtout tout ce qui va être en lien avec l'armée, des choses un peu spécifiques, hein. Les travailleurs en milieu hyperbare, les plongeurs professionnels, voilà, la défense, personnel navigant, voilà, c'est des choses un peu spécifiques. D'où, pour toutes ces choses, l'importance de communiquer avec son médecin du travail et très vite, j'informe les patients aussi de la nécessité de constituer un dossier MDPH et de demander une RQTH. C'est très important de le faire tôt. Je ne sais pas si au niveau de l'accompagnement, c'est quelque chose potentiellement que vous abordez, mais c'est vrai que
quelque chose de très important à aborder assez tôt parce que malheureusement, c'est des choses qui prennent un temps terrible pour les patients après. C'est 6 mois minimum avant qu'un dossier soit instruit. Ce qui peut être long pour les patients, c'est pas tout, qui souhaitent parfois être accompagnés avant cela dans la récupération d'une activité professionnelle. Et c'est vrai que cette RQTH va alors ouvrir vraiment le champ des possibles pour adapter le milieu, le moyen de transport, voilà. Il existe un petit guide usager pour aider aux démarches MDPH qui est en ligne sur le site d'EPI Bretagne, voilà, qui a son utilité. Alors les voyages, c'est pareil, c'est des questions assez fréquentes. Il faut bien porter la copie de son ordonnance sur soi, conserver le traitement des prochains jours auprès de vous, pas dans la valise en soute. Quand on va à l'étranger, on prend tous ses médicaments avec soi, en quantité suffisante et même un peu plus. Dans l'idéal, être accompagné par quelqu'un qui est au courant de votre maladie. Et prendre en compte à l'étranger le choc thermique avec le changement de climat et le décalage horaire surtout qui peut poser souci dans la prise des médicaments. Il faut l'anticiper en fait. Un petit mot sur les pratiques sportives. Là aussi, il y a des recommandations très spécifiques sur quels sports sont autorisés, sous quelles conditions, avec ou pas certificat médical. Donc il y a des recommandations de l'HAS qui sont disponibles sur cette classification et donc les différents sports voilà, praticables et non praticables. Voilà, notamment, vous voyez, l'aviation, plongée sous-marine avec l'épilepsie, c'est strictement contre-indiqué. Un petit mot aussi pour la femme en âge de procréer, donc tout ce qui va être contraception, grossesse. Avec l'épilepsie, de manière générale, on privilégie le stérilet parce qu'on a pas mal de molécules qui vont être, voilà, qui vont être, ça s'appelle des inducteurs enzymatiques et qui vont potentiellement rendre les pilules moins efficaces. C'est ça le risque. Mais voilà, ça, votre neurologue, il est capable de vous dire si votre traitement, il peut ou pas interagir avec une pilule. Donc, c'est pas une règle pour tous, le stérilet. Les grossesses, par contre, ça, c'est une règle infaillible. Grossesse et épilepsie, c'est à programmer. Il faut programmer la grossesse, il faut un accompagnement périconceptionnel avec le neurologue pour limiter les risques pour le fœtus de malformation fétale. Donc, qui peuvent être en lien avec les traitements, mais aussi avec l'épilepsie en elle-même. Donc, c'est très important de bien programmer les choses, d'avoir un accompagnement, et quand c'est programmé, quand c'est accompagné, ça se passe bien. Donc un petit mot sur les associations, alors bien sûr pas exhaustif du tout, c'est vraiment juste pour donner des références. EPI Bretagne, qui est en partenariat avec l'équipe neurologique de Rennes notamment, qui a un site internet qui est vraiment très très bien fait avec tout un opus pour les patients, un opus pour les professionnels de santé, avec plein d'outils pratiques qu'on peut utiliser. Je cite aussi l'association de patients Les Oiseaux Libres. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'épilepsie tumorale.
Bonjour à tous, pour ceux qui restent. C'est vrai qu'après 2 heures d'attention, forcément, vos ressources attentionnelles se réduisent, c'est normal. Donc je vous rassure, il reste à peu près 20 minutes. Donc je suis Florence Levour, je suis psychologue dans le service de neurochirurgie aussi, et on m'a proposé d'intervenir sur l'après-chirurgie et les séquelles cognitives. Donc pour préparer un peu cette intervention, j'ai lu du coup le livret de témoignages des patientes qui présentent un ou des méningiomes, donc qui a été réalisé par l'association Amavea. Et ce livret est vraiment très intéressant car il montre vraiment la singularité de chaque histoire de femme, chaque expérience étant colorée par différents facteurs, leur âge au moment de la découverte du méningiome, à un âge de jeune adulte ou de femmes plus mûres, et qui impactent différemment leur autonomie, leur projet de vie. La localisation de la tumeur et les symptômes aussi modifient leur qualité, leur autonomie et leur qualité de vie. Et chacune de ces patientes essayant d'affronter cette épreuve en trouvant des ressources, du soutien, et tout en essayant du mieux possible